Le vent froid du matin sifflait dans les ruelles étroites de Lyon, tandis que Claire Moreau traversait la place silencieuse, la main posée sur son ventre déjà lourd de 8 mois de grossesse. Ce n'était pas une nuit pour être seule, elle le savait. Mais le besoin de sortir était devenu irrésistible. L'air était lourd de silence, seulement troublé par le rythme de ses pas pressés, comme si la ville entière s'éloignait d'elle. Claire s'efforçait d'éviter cette sensation depuis des semaines, l'impression très nette d'être suivie. Tout avait commencé par de petits signes, une ombre qui semblait se déplacer derrière elle dans une rue animée, un bruit sec dans le couloir de l'immeuble, lorsqu'elle rentrait tard du travail. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Cette sensation, d'abord simplement troublante, était devenue réelle, palpable, lui serrant l'échine avec une insistance presque physique. À l'autre bout de la ville, un homme observait le même lever de soleil, mais d'un point de vue radicalement différent. Antoine Delacour ajustait le rétroviseur de sa voiture, garée à quelques mètres de la place. Son regard était froid, méticuleux, comme s'il calculait chaque détail avant d'agir. Tandis que Claire marchait, inconsciente d'être observée, Antoine analysait la scène avec une précision quasi chirurgicale. Il n'était ni son compagnon, ni son ami, ni personne que Claire aurait pu reconnaître. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il était profondément lié à son destin. Leur vie suivait des chemins parallèles, chacune porteuse d'un monde intérieur totalement singulier. Claire, malgré sa peur grandissante, s'efforçait de maintenir sa routine habituelle. Elle travaillait comme assistante administrative dans un cabinet d'avocats, et ses collègues savaient qu'elle approchait du terme de sa grossesse, mais peu connaissaient les difficultés qu'elle rencontrait seule. L'absence du père de l'enfant était un sujet rarement abordé, et Claire évitait systématiquement quiconque s'approchait trop près de la vérité. Elle savait qu'une grossesse menée à terme sans soutien comportait des risques, mais l'alternative, laisser certaines personnes s'approcher à nouveau, était encore pire. Antoine, quant à lui, vivait à la frontière entre l'ordre et le chaos. Il travaillait occasionnellement pour un groupe privé opérant en marge de la légalité, spécialisé dans le renseignement, la surveillance et parfois des missions plus obscures. C'était le genre d'homme qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour menacer, sa présence suffisait. Dans son entourage, Claire n'était jamais mentionnée par son nom, seulement par une phrase « l'atout qui ne peut s'échapper ». Il n'avait pas besoin de connaître les détails, son seul travail était d'obéir aux ordres. Claire traversait la place, serrant son manteau contre elle, lorsqu'un bruit derrière elle la fit se retourner brusquement. L'ombre d'un chat traversa la rue, mais le frisson qui la parcourut ne se dissipa pas. Elle porta la main à sa poche, cherchant son portable, mais ses doigts tremblaient. Elle essaya de se convaincre qu'elle s'inquiétait pour rien. La grossesse l'avait mise à rude épreuve et elle dormait mal, tourmentée par des rêves décousus. Pourtant, quelque chose en elle, un instinct, lui disait que cette nuit serait différente. À quelques mètres de là, dissimulé par l'obscurité, Antoine observait chaque pas. Son visage était impassible, empreint de patience. Il savait que Claire ne rentrerait pas ce soir-là. Non pas de son propre chef, mais à cause des circonstances qui se tramaient depuis longtemps. Son rôle était simplement de veiller au bon déroulement du plan, d'empêcher toute interférence imprévue. Il observait, non pour attaquer, mais pour s'assurer qu'un autre groupe arrive en premier. Le conflit central était déjà en place. Claire avait fui des mois auparavant une situation périlleuse, croyant pouvoir se construire une nouvelle vie en France, loin de son passé. Mais le passé avait la vie dure. Et ceux qui la recherchaient n'étaient pas des hommes qui renonçaient facilement. Claire atteignit la rive de la Saône. L'eau sombre reflétait des fragments des lumières de la ville, lui donnant une lueur irrégulière. Elle inspira profondément, tentant de chasser la sensation d'étouffement qui grandissait en elle. La nuit semblait l'étouffer, comme si chaque rue, chaque ombre, conspirait à l'enfermer dans un labyrinthe sans issue. Elle ressentit une douleur aiguë dans le bas-ventre, non pas les contractions de l'accouchement, mais l'angoisse à vif. Le bébé remua, comme s'il ressentait le même malaise. De l'autre côté du pont, des pas rapides résonnèrent. Claire recula instinctivement, le cœur battant la chamade.
Les pas se rapprochaient, mais l'obscurité l'empêchait de distinguer qui approchait. Son esprit cherchait désespérément un visage familier, quelqu'un qui pourrait l'aider. Mais avant qu'elle puisse crier, une camionnette sombre tourna au coin de la rue, ses phares inondant violemment la chaussée. Claire leva le bras pour se protéger les yeux, et pendant un instant, elle fut complètement vulnérable. Antoine retint son souffle. La camionnette n'appartenait pas à son équipe. C'était contraire au protocole. Quelque chose avait mal tourné. Il sortit de la voiture, cessant enfin d'être une simple ombre, et pour la première fois de la nuit, il ressentit une émotion authentique, la surprise. La porte du fourgon s'ouvrit en grinçant. Claire recula d'un pas, mais il n'y avait plus d'issue. Et puis, le silence. La nuit lyonnaise engloutit Claire Moreau, enceinte de 8 mois, comme si elle s'était volatilisée. 7 ans plus tard, la ville ne l'avait pas oubliée. Mais ceux qui se souvenaient d'elle n'auraient jamais pu imaginer ce qui allait être révélé lorsqu'une jeune fille aux yeux bruns et à l'expression déterminée, qui avait grandi en croyant être orpheline, débarqua sur la même place où sa mère avait disparu. Le matin était froid mais lumineux à Lyon lorsqu'Élise Moreau descendit du bus avec une assurance inhabituelle pour une enfant de 7 ans. Les touristes flânaient dans le centre historique, mais elle semblait indifférente à l'agitation ambiante, comme si elle portait un fardeau plus lourd que le sac à dos qu'elle avait sur les épaules. Son regard errait sur les vieilles façades, à la recherche de quelque chose de familier sans savoir exactement quoi. Son seul indice était une photo froissée de sa mère, retrouvée au fond d'une boîte oubliée dans le foyer où elle vivait. Lyon était une ville imprégnée d'histoire. Les rues pavées, les murs ocre et les ruelles cachées portaient les stigmates des siècles. Pour Élise, qui avait grandi entre institutions et familles d'accueil, ce cadre semblait bien loin de tout ce qu'elle connaissait. Pourtant, quelque chose dans cette ville l'attirait irrésistiblement. Elle avait le sentiment que son destin commençait là. Tandis qu'elle traversait la place Bellecour, le mouvement des Lyonnais s'intensifiait. La France affichait fièrement son patrimoine culturel, et Lyon en particulier abritait un mélange de tradition et de modernité qui allait marquer l'histoire. La ville était un point stratégique, un carrefour d'information, de circulation et d'intérêt. Surtout pour ceux qui agissaient dans l'ombre, comme Antoine de la Cour. Antoine, qui travaillait désormais à son compte, vivait dans un petit appartement en périphérie de la ville. Les murs étaient couverts de dossiers et de coupures de presse dont beaucoup concernaient la disparition de Claire. Il n'agissait pas par culpabilité, mais par malaise. L'affaire avait dégénéré et cela le hantait. Claire n'avait pas été enlevée par le groupe qu'il surveillait. La camionnette, les hommes, la disparition sans laisser de traces, tout indiquait que des forces parallèles étaient à l'œuvre, des forces que même son ancien entourage n'avait pas réussi à identifier. Parallèlement, de nouveaux personnages gravitaient autour de cette affaire mystérieuse. Parmi eux, Madeleine Rousseau, assistante sociale qui suivait Élise depuis des années, se distinguait. Elle connaissait la jeune fille mieux que quiconque et avait remarqué que, malgré son jeune âge, elle possédait une détermination presque adulte. Madeleine se doutait qu'Élise finirait par fuguer du foyer et, lorsque cela arriva enfin, elle éprouva un mélange d'inquiétude et de résignation. En parcourant la ville, Élise observait les visages autour d'elle, les comparant inconsciemment à celui de la photo de sa mère. L'horloge astronomique de la place indiquait 9h30 lorsque la jeune fille s'arrêta enfin devant un kiosque à journaux. La une évoquait une fois de plus cette affaire qui, en France, était devenue une énigme urbaine. 7 ans après la disparition de Claire Moreau, y a-t-il encore de l'espoir ? La photo de la jeune femme enceinte, souriant timidement à l'objectif, semblait fixer Élise droit dans les yeux. Son cœur se serra, mais elle garda son sang-froid. C'était la première confirmation qu'elle était au bon endroit. De l'autre côté du pont, en se dirigeant vers le centre historique, Antoine reçut un message sur son portable. Un ancien contact, dont il était sans nouvelles depuis des mois, lui avait envoyé une seule phrase. « Nouvelle transaction. L'actif a un descendant. » Il marqua une pause, ressentant le poids de l'information. C'était indéniable. Quelque chose d'important allait se produire. Entre-temps, Madeleine Rousseau arriva à Lyon pour commencer discrètement ses propres recherches.
Elle savait qu'Élise ne survivrait pas longtemps seule, non pas parce que la ville était dangereuse, mais parce que trop de gens s'intéressaient à ce que la jeune fille pourrait découvrir. Le contexte, la France post-pandémique, la surveillance urbaine accrue, les systèmes de sécurité interconnectés allaient influencer directement chaque étape de l'enquête. Les caméras disséminées dans les rues, les documents publics accessibles et les bases de données à jour permettaient de suivre facilement les déplacements, à condition de savoir où chercher. Et certains le savaient. Alors qu'Élise marchait rue de la République, elle remarqua un homme qui la fixait intensément. Son instinct, forgé par des années d'insécurité, l'alerte aussitôt. Elle accéléra le pas. L'homme fit de même. Mais avant que le danger ne survienne, une dame âgée lui barra le passage, lui demandant des renseignements sans importance, ce qui permit à Élise de traverser et de se fondre dans la foule. Chaque personnage commença à converger vers le cœur du mystère, et les rues de Lyon devinrent non seulement un décor, mais une force agissante, dissimulant, révélant, protégeant et exposant chaque mouvement. Rien n'y était laissé au hasard. Et pour la première fois depuis la disparition de Claire, trois destins, celui de la mère, celui de la fille et celui de l'homme qui a été témoin de la dernière nuit, se sont à nouveau croisés. La première nuit d'Élise à Lyon fut courte et agitée. Elle trouva refuge dans une station de métro fermée pour travaux où elle découvrit un coin protégé par des cloisons. Le froid était mordant, mais la jeune fille était déterminée, comme quelqu'un qui avait dû se montrer forte trop tôt. La photo de sa mère restait serrée dans sa main comme une boussole. À l'aube, elle décida de reprendre les recherches. Entre-temps, Antoine ne pouvait ignorer le message qu'il avait reçu. Il avait passé la nuit à éplucher les dossiers concernant la disparition de Claire, analysant chaque document, chaque photo, chaque témoignage. Ce qui le troublait le plus, c'était la régularité du processus. Un enlèvement aussi précis ne laisserait aucune trace à moins d'avoir été orchestré par quelqu'un disposant de ressources considérables. Quelqu'un au-dessus des organisations clandestines qu'il connaissait. Et maintenant, 7 ans plus tard, l'existence d'une fille refait surface. Antoine savait que si cette information lui était parvenue, elle était également parvenue aux responsables de la disparition. Le conflit prit des formes parallèles. La jeune fille à la recherche de sa mère, Madeleine dans sa quête silencieuse, et des groupes cachés agissant sous la surface. Le lendemain matin, Élise se rendit au commissariat central, mais n'y entra pas. Elle observa de loin. Les enfants non accompagnés attirèrent son attention et elle sut qu'on la ramènerait au foyer, ce qui l'empêcherait de poursuivre ses recherches. Aussi préféra-t-elle rester à l'écart, observant les allées et venues, attendant le moment opportun. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose qui lui glaça le sang. Une affiche avec la photo de Claire, punaisée sur un tableau d'affichage délavé. En dessous, un mot manuscrit récent, aperçu à Marseille en 2019. Une autre note écrite d'une autre main, non confirmée. Possible fraude. Marseille. Une ville à des centaines de kilomètres. Mais pour Élise, cela n'a en rien diminué sa détermination. Au contraire, cela laissait entrevoir que sa mère était peut-être encore en vie. Cependant, la jeune fille ne remarqua pas un détail crucial. Un homme observait la fresque à quelques mètres de là. Grand, le dos raide, il arborait l'expression dure de quelqu'un habitué à ne pas être questionné. Il portait des gants noirs et son regard restait fixé non pas tant sur l'affiche que sur la jeune fille qui la lisait. Son nom n'était pas connu du grand public, mais dans certains milieux en France, il inspirait la crainte. On l'appelait le Noir, un surnom, pas un vrai nom. C'était le genre d'homme qui ne pardonnait aucune erreur. Il a immédiatement reconnu la ressemblance d'Élise avec Claire. Au même moment où le Noir s'approchait, un taxi s'arrêta brusquement devant la station-service. Madeleine en descendit, épuisée mais déterminée. Elle savait qu'Élise n'attendrait pas les secours. La fillette était trop têtue pour cela. Madeleine s'avança vers l'entrée du bâtiment sans apercevoir l'enfant à quelques mètres de là, ni l'homme qui la regardait maintenant. La ville commençait à bouillonner de tensions latentes. Ce même jour, Antoine décida de se rendre à pied à l'endroit où Claire avait disparu, le pont sur la Saône.
Il n'était pas du genre sentimental, mais il avait besoin de reconstituer la scène, cette fois-ci avec la possibilité concrète que Claire ait été enlevée à Lyon, non pas lors d'un simple kidnapping, mais dans le cadre d'une opération de plus grande envergure. En analysant chaque détail, il réalisa quelque chose qui ne s'était jamais posé auparavant. Pourquoi Claire était-elle seule cette nuit-là? Et pourquoi semblait-elle s'être enfuie avant même d'être retrouvée? Il se pencha par-dessus la rambarde du pont, tentant de se remémorer la scène d'il y a 7 ans. La camionnette apparut soudainement, la disparition brutale, l'absence de corps, de témoins, d'indices. Tous ces éléments laissaient penser à une opération parfaitement coordonnée. Mais si tel était le cas, pourquoi le groupe qu'il surveillait avait-il lui aussi été pris au dépourvu? La réponse était évidente. Une autre faction était impliquée. Alors qu'Antoine se retournait pour partir, un détail attira son attention du coin de l'œil. Une jeune fille marchant sur le trottoir d'en face, la photo de Claire à la main. Pendant une seconde, Antoine se figea. Ses yeux, sa posture. Son petit visage, pourtant si semblable à celui de la jeune femme enceinte qui avait disparu. C'était indéniable. La fillette était la fille de Claire. Il la suivit à distance, prenant soin de ne pas se faire remarquer. Il la vit s'arrêter à un petit café pour se réchauffer. Il vit aussi un autre homme, le noir, apparaître sur le même trottoir et se diriger vers le café avec la détermination de celui qui a déjà choisi sa cible. La tension monta brusquement. Avant que le noir n'atteigne la porte de l'établissement, une soudaine arrivée de policiers et de badauds a forcé tout le monde à battre en retraite. Un motocycliste avait été renversé au coin de la rue, créant une agitation. La confusion sépara tout le monde. Élise, instinctivement, courut dans la direction opposée, surprise par le bruit. Le noir la perdit de vue pendant de précieuses secondes. Antoine profita du chaos pour s'approcher d'elle discrètement. « Vous êtes perdue ?» demanda-t-il à voix basse en la rattrapant. Élise recula d'un pas, hésitante. Antoine perçut la peur, et pour la première fois depuis de nombreuses années, ressentit quelque chose qui n'était pas seulement du professionnalisme. La responsabilité. Le conflit était désormais totalement déchaîné, tous les personnages se rapprochant du cœur de la vérité. Et cela signifiait que le danger se rapprochait inexorablement. Le chaos provoqué par l'accident au coin de la rue dispersa les gens dans tous les sens, créant une cacophonie assourdissante qui se mêlait aux sirènes. Élise, quant à elle, courait sans se retourner, guidée uniquement par l'instinct de survie qu'elle avait développé dès son plus jeune âge. Elle se précipita dans une ruelle étroite et s'appuya contre le mur pour reprendre son souffle. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, mais ses yeux restaient aux aguets, scrutant la rue à la recherche du moindre signe de danger. Antoine, gardant ses distances, observait la fillette. Il savait qu'une approche brusque ne ferait que l'effrayer davantage. Son objectif était double, la protéger et, simultanément, empêcher des groupes opportunistes de découvrir son existence. Car si la disparition de Claire avait été si soigneusement orchestrée, un enfant serait soit un atout précieux, soit une menace, selon le point de vue. Pendant ce temps, une intrigue parallèle prenait de l'ampleur. Madeleine Rousseau parvint enfin à se rendre au commissariat et commença à signaler la disparition d'Élise, s'efforçant de ne pas trop en révéler pour éviter un tumulte qui mettrait la jeune fille en danger. Cependant, un sergent, plus curieux que sensible, remarqua la nervosité manifeste de l'assistante sociale. En posant quelques questions superflues, il finit par noter des informations qui ne devaient pas tomber entre de mauvaises mains et qui ne tardèrent pas à circuler dans les milieux informels de la ville. La France, et Lyon en particulier, étaient plongés dans un réseau de liens informels entre groupes de surveillance, sociétés de sécurité et organisations aux motivations diverses. Un simple dépôt de plainte pouvait susciter l'intérêt de personnes qui n'auraient jamais dû savoir qu'une jeune fille recherchait sa mère disparue. De l'autre côté de la ville, le noir marchait d'un pas lourd, furieux d'avoir perdu la fillette. Il se dirigea vers un immeuble discret à la périphérie du quartier de la Croix-Rousse où un petit groupe l'attendait. Là, des détails importants commencèrent à se dessiner. Il était clair qu'il fallait empêcher que le moindre indice concernant Claire ne soit découvert. Et maintenant, sa fille étant en liberté dans les rues de Lyon,
L'opération devait être accélérée. Le noir reçut l'ordre de retrouver Élise avant que la jeune fille ne trouve quelqu'un qui puisse l'aider. Et surtout Antoine, dont l'implication dans l'affaire, des années auparavant, restait suspecte. Pendant ce temps, Élise marchait dans la rue des Marronniers, une ruelle étroite bordée de petits restaurants. L'odeur du beurre et de l'ail flottait dans l'air, lui rappelant le peu qu'elle avait mangé la veille. Elle entra discrètement dans l'un des établissements, espérant s'y cacher quelques minutes. La serveuse, une jeune rousse prénommée Léa, remarqua son état et s'approcha d'elle avec précaution. « Tu es seule, chérie ?» demanda-t-il doucement. Élise déglutit difficilement et secoua simplement la tête, s'efforçant de paraître naturelle. Léa n'insista pas. La serveuse avait vu, au fil des ans, bien des histoires indicibles se répandre dans les rues de la ville, certaines qui se terminaient bien, d'autres moins. Sans poser de questions, elle déposa un morceau de pain et un verre d'eau sur la table de la jeune fille. Un geste simple, mais qui apportait une touche d'humanité au milieu du chaos. Cette interaction, bien que brève, allait créer un lien crucial. La serveuse, rongée par la suspicion, prit discrètement une photo de la fillette et l'envoya à un groupe de bénévoles venant en aide aux enfants perdus du quartier. Malgré ses bonnes intentions, son geste eut pour effet d'accroître la visibilité d'Élise et d'attirer une attention indésirable. Antoine se décida enfin à agir. Il vit Léa quitter le restaurant et comprit à son expression qu'elle avait retrouvé la jeune fille. Il s'approcha calmement, sachant qu'un seul mot de travers pourrait tout faire basculer. « La jeune fille qui est entrée ici, est-ce qu'elle va bien ?» demanda-t-il à voix basse. Léa plissa les yeux d'un air soupçonneux, mais répondit, effrayée et seule. Antoine hocha la tête, s'efforçant de dissimuler son inquiétude. Sa présence dans cette intrigue parallèle, celle de l'entraide informelle, des restaurants accueillants et des réseaux de bénévoles, prouvait que l'histoire se ramifiait dans de multiples directions, toutes interconnectées avec le conflit principal. À son retour au restaurant, Élise avait disparu. Elle s'était enfuie de nouveau après s'être aperçue qu'on la prenait en photo. La jeune fille apprit vite à se méfier. Avec l'implication de nouveaux groupes, notamment des volontaires, des forces de l'ordre informelles et des agents secrets, la pression du temps s'intensifiait. Chaque minute qui passait rapprochait Élise de la vérité ou l'en éloignait davantage. Et une seule erreur pouvait la mener tout droit entre les mains de celui qui avait orchestré la disparition de Claire. Les intrigues secondaires s'entremêlaient, poussant chacun vers un point inévitable. Le soleil commençait à se coucher derrière les collines lorsque Léa quitta la maison de Jeanne Sinclair. La révélation que sa mère, Camille, avait été vivante toutes ces années, cachée, surveillée, torturée psychologiquement, la bouleversait comme un ouragan. Le monde lui paraissait plus petit, plus étroit, comme si l'air ne pouvait plus atteindre ses poumons. Mais Jeanne n'avait pas révélé où se trouvait Camille. Elle avait seulement dit « Ils l'ont encore », mais plus pour longtemps. Il lui tendit une vieille enveloppe brune, marquée par l'humidité. À l'intérieur se trouvaient des coordonnées et une phrase écrite de la main de Camille. « Si vous lisez ceci, c'est que je n'ai plus d'option. » L'adresse se situait à 40 minutes de Carcassonne, dans une zone rurale abandonnée, un ancien domaine viticole, en faillite depuis des décennies, désormais occupé par on ne sait qui. Mais Léa ne voulait pas y aller seule. Un partenariat improbable. Lorsqu'elle atteignit la voiture, elle trouva Pierre appuyé contre la portière. Il semblait avoir pris 10 ans depuis leur dernière rencontre, les épaules voûtées, le regard creux, la barbe non rasée. « J'ai entendu dire que vous cherchiez Jeanne, » dit-il. Léa ne répondit pas. Elle ouvrit simplement la porte, mais Pierre lui prit doucement le bras. « Je ne te laisserai pas partir seule. Camille, elle était toute ma vie. Et maintenant, tu es tout ce qui me reste. » Elle hésita. La colère contre Pierre brûlait encore en elle, mais il y avait quelque chose d'authentique dans ses yeux, quelque chose de brisé. « Viens ici. Mais si tu me mens encore, je n'y vais pas. » Et c'est ainsi qu'ils suivirent ensemble l'étroite route qui serpentait entre les vignes mortes. La propriété fantôme. Le vent sifflait dans les feuilles mortes lorsque la voiture s'arrêta devant le portail rouillé.
La maison principale était immense, mais délabrée, avec des fenêtres brisées et des murs qui s'écaillaient. Une odeur de moisi et d'abandon planait dans l'air. « Êtes-vous sûr que c'est ici ?» demanda Pierre. « Voilà ce que contient l'enveloppe. » Ils franchirent le portail, leurs pieds craquant sur les pierres instables qui s'entrechoquaient comme des ossements. Le silence était si pesant que le moindre bruit paraissait suspect. Léa tenait le papier où était écrite la main de sa mère. Elle sentait qu'elle était proche, très proche. Arrivés devant la porte d'entrée, ils entendirent un faible bruit, quelque chose qui se traînait à l'intérieur de la maison. Pierre lui fit signe de se placer derrière lui. Il poussa lentement la porte. L'odeur qui s'en dégageait était un mélange de bois humide, de poussière et d'autres choses. Quelque chose de métallique. « Camille !» appela-t-il. Sa voix résonna dans la maison vide. Rien. Ils traversèrent le couloir, éclairant le sol avec leurs lampes torches. Des traces de pas récentes étaient visibles dans la poussière, petites, légères, probablement féminines. Et d'autres marques, des traînées. Léa frissonna, la chambre cachée. Au bout du couloir, derrière un panneau de bois partiellement descellé, Léa découvrit quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Une petite porte métallique avec une serrure de fortune. « Elle est là. »« Comment peux-tu le savoir ?» demanda Pierre essoufflé. « Je ne sais pas, mais je le sens. » Pierre trouva un outil rouillé dans la maison et frappa la serrure jusqu'à ce qu'elle cède. La porte s'ouvrit avec un clic sec. À l'intérieur, un escalier menait à un sous-sol. L'air était froid et humide. Léa est tombée la première. Chaque pas résonnait comme un tambour. Arrivé au bout, il vit une lampe suspendue au plafond qui oscillait légèrement. Et au centre de la pièce, assis par terre, appuyé contre le mur, il y avait une femme, maigre, les cheveux en désordre, le visage caché entre ses mains. « Maman » murmura Léa. La femme releva lentement le visage, et ses yeux bruns qu'elle avait reconnus sur la photo, se remplirent de larmes. « Léa, ma fille !» La jeune femme accourut vers elle, tomba à genoux et l'enlaça désespérément. Le corps de Camille était léger, fragile, comme s'il allait se disloquer. Pierre resta là, immobile, les larmes ruisselant sur son visage. « Je te croyais mort », parvint-il à dire d'une voix rauque. Camille le regarda avec une profonde douleur. « Tu aurais dû y penser, c'est ce qu'il voulait. La vérité derrière l'enlèvement. » Camille prit une profonde inspiration, comme si parler lui coûtait des forces. « Ils m'ont arrêté parce que j'avais découvert quelque chose dans le bureau où je travaillais. Quelque chose qui aurait pu détruire beaucoup de gens puissants. Ils avaient besoin de me faire taire. » Léa lui tenait la main. « Et pourquoi ne vous ont-ils pas tué ? Parce que tu étais en moi. Et ça leur a fait comprendre qu'ils pouvaient m'utiliser. » Pierre s'approcha horrifié. Comment l'utiliser ? Camille détourna le regard. « Pour être sûr que je resterai silencieuse, que j'obéirais, que je ne tenterais jamais de m'enfuir. Je t'avais, Léa. J'aurais tout fait pour te protéger. Alors, j'ai obéi. » Léa tremblait. « Mais comment suis-je arrivée à l'hôpital? Comment ai-je été enregistrée? Comment ?» Camille ferma les yeux. « Ils t'ont arraché à ma naissance. Ils ont dit que tu allais dans une fausse famille, que je ne te reverrais jamais. Mais Jeanne, elle faisait partie du groupe, mais elle avait une conscience. Elle t'a sauvée. Elle t'a laissé à l'hôpital. Elle a tout risqué. » Pierre passa ses mains sur son visage, dévasté. « Voilà pourquoi on n'a jamais rien trouvé, parce qu'ils ont tout étouffé. » Camille acquiesça. « Et maintenant, ils savent que tu es de retour, Léa. Ils savent que je t'ai cherché. Ils savent que Jeanne a trop parlé. » Soudain, ils entendirent un craquement provenant de l'étage supérieur. Léa se figea. Pierre éteignit la lampe torche. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. Ils sont là. L'invasion étape. Plusieurs, lourds, rapides. Quelqu'un a ouvert violemment la porte d'entrée. Le bruit a résonné dans le sous-sol comme un coup de tonnerre. Pierre entraîna Léa et Camille derrière un tas de vieux cartons. Le cœur de Léa battait si fort qu'elle craignait que le bruit n'attire les intrus. Combien y en a-t-il?
murmura-t-elle. Pierre fit un geste silencieux pour indiquer 3. Les voix commencèrent à descendre l'escalier. « Cherchez partout. Elle doit être là. » La vieille femme ouvrit la bouche. « Si vous les trouvez, éliminez-les tous. » Léa sentit Camille frissonner. Pierre chercha de quoi se défendre. Il ne trouva qu'une barre de fer rouillée. Les pas se rapprochaient. L'un des hommes est descendu jusqu'au fond, éclairant le sous-sol avec une puissante lampe torche. « Merde !» murmura Pierre. La lumière passa si près du visage de Léa qu'elle retint son souffle. L'homme continua à marcher prudemment, scrutant chaque recoin. À un moment donné, la barre de fer glissa des mains moites de Pierre et tomba au sol avec un bruit sec. L'homme se tourna immédiatement vers eux, mais la lanterne les aveugla. Et avant que Léa puisse réagir, 3 coups de feu ont retenti à l'intérieur du sous-sol. Elle a crié. Camille est tombée sur elle. Pierre tomba en arrière. L'homme recula. Et puis, 3 autres photos, mais pas de la part de l'envahisseur. Cela venait de quelqu'un derrière lui. Le corps de l'agresseur s'écrasa au sol dans un bruit sourd. Une silhouette apparut en haut des escaliers. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. C'était Jeanne. Elle tenait un pistolet. Elle haletait. Elle tremblait. « Vite, on n'a pas le temps !» cria-t-elle. « 2 autres sont dehors, il faut partir tout de suite. » L'odeur de poudre flottait encore dans l'air lorsque Jeanne descendit l'escalier du sous-sol, ses pas rapides et précis, comme si elle s'était entraînée pour ce moment pendant des années. Le pistolet tremblait entre ses doigts, mais son regard était fixe, déterminé. « Debout, nous devons partir maintenant !» ordonna-t-elle. Léa aida Camille à se relever. Pierre, encore hébété, lui prit le bras et fit un signe de la main à Jeanne. « Vous nous avez suivis. Je n'ai jamais cessé de suivre Camille. Et maintenant, vous tous. » Dehors, le bruit des pas et les cris résonnaient, étouffés par les épais murs. Jeanne les conduisit vers une porte latérale au sous-sol, dissimulée derrière des étagères. Cela mènera à une sortie qu'ils ignorent. « Vite! Une fugue !» Le groupe traversa un couloir étroit qui menait à un ancien tunnel de maintenance, probablement utilisé lorsque la propriété était encore un domaine viticole. Les murs étaient humides et le plafond s'affaissait par endroits, les obligeant à se courber. « Combien en reste-t-il » demanda Pierre. « 2, mais pas n'importe lesquels. Ces hommes ne font pas d'erreur » répondit Jeanne, froide comme la glace. La seule lampe torche qu'il possédait éclairait le chemin d'un faible faisceau. Camille respirait bruyamment, mais marchait avec une force silencieuse. Arrivés au bout du tunnel, Jeanne poussa un portail qui donnait sur la sortie de la propriété. Le ciel était presque sombre, teinté de violet et de bleu. « Arrêtez la voiture, vite !» dit Jeanne. Mais lorsqu'ils firent 2 pas dehors, une voix s'éleva des ténèbres. « Ils ne vont nulle part !» Léa se figea. La silhouette d'un homme se détachait entre les arbres, grand, larges épaules, et accompagné d'un autre, plus petit, mais armé. Jeanne leva immédiatement son arme. « Ne fais pas ça, tu sais déjà comment ça finit, » dit-elle. L'homme le plus grand esquissa un sourire. « Ah, Jeanne, toujours si fidèle aux mauvaises causes. Et toi, tu es toujours aussi lâche, » rétorqua-t-elle. Le plus jeune des garçons s'avança, pointant le pistolet. « Remettez-moi Camille. Les autres peuvent partir. » Léa sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Et le reste ?» murmura-t-il. C'est alors que l'homme eut terminé. « Toi aussi, Léa, ça fait des années qu'on ne s'intéresse plus à toi. » Les mots s'abattirent sur sa peau comme de l'acier. Jeanne prit une profonde inspiration. « Léa, ne crois pas ce qu'il dit. Ils te veulent autant qu'ils veulent Camille. »« Pourquoi ?» demanda Léa, sentant sa gorge s'assécher. L'homme esquissa un sourire lent, chargé de malice. « Parce que ça ne devrait pas exister. » Léa regarda sa mère, perplexe. Camille ferma les yeux un instant qui lui parut bien trop long, et quand il a ouvert, une vieille douleur la hantait, une vérité qu'elle avait évitée pendant 7 ans, et 8 mois auparavant. « La vérité, Léa, » murmura Camille. « Il ne te voulait pas parce que j'en savais trop. Il te voulait parce que tu es la preuve de quelque chose qu'ils ont caché, quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert. » L'homme a interrompu. « Elle est la preuve d'un crime d'État. »
Pierre regarda Léa, perplexe. De quoi parle-t-il? Camille prit une profonde inspiration, avec difficulté. J'ai travaillé pour le gouvernement, Pierre, mais pas comme traductrice, comme je te l'ai dit. J'ai enquêté sur un programme secret, quelque chose d'illégal, d'immoral et de brutal. Ce programme utilisait des femmes vulnérables comme cobayes pour des expériences biologiques. Je l'ai découvert, je l'ai dénoncé. Et ensuite, ils m'ont fait taire. Léa sentit un tremblement dans son corps. Et moi, quelle est ma place dans tout ça? Camille se mit à pleurer. Jeanne a répondu à sa place. Parce que tu es née dans ce programme, Léa. Et parce que tu es la seule enfant à avoir survécu. La seule. Le monde a tourné. Tout est devenu lointain. C'est impossible, dit Léa en secouant la tête, incrédule. C'est la vérité, insista Jeanne. Tu étais censée être éliminée. Mais Camille t'a caché jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Et quand ils t'ont enlevé, je les ai empêchés de te tuer. Je t'ai emmené à l'hôpital, je t'ai sauvé, mais ils n'ont jamais cessé de te chercher. Jamais. L'homme le plus grand s'avança. Et maintenant, nous voulons ce qui nous appartient. Léa recula involontairement. Je ne suis pas l'un des vôtres. Je ne le serai jamais. Camille s'avança, se plaçant entre Léa et les hommes. Tu ne vas pas la toucher. Et comment allez-vous l'arrêter? Demanda-t-il. Camille sourit. Un sourire triste, dévasté, mais courageux. Avec la seule arme qui me reste, la vérité, et ma vie. Et avant que Léa puisse réagir, Camille se tourna vers Jeanne et murmura « Prenez-la, maintenant. » Et puis, il a tiré sur les hommes, un coup, un autre, bruit, cri, et les hommes ripostèrent. « Maman !» cria Léa en se précipitant en avant. Pierre la serra fort contre lui. Jeanne les entraîna tous les deux vers la voiture. Elle savait que ça finirait comme ça. « Fuyez !» hurla Jeanne en sanglotant. Les derniers sons que Léa a entendus avant que la portière de la voiture ne claque étaient des coupes de feu, et la voix de la mère, toujours vivante, toujours en lutte. « Cours, Léa, hurrah !» La route sinueuse traçait une cicatrice argentée dans l'obscurité, sillonnant les champs glacés de la campagne française. Jeanne roulait vite, presque en ligne droite, malgré les courbes incessantes de la route sous ses pneus. Le moteur vibrait bruyamment. Le ciel était une immense plaque noire, dépourvue d'étoiles. Léa était recroquevillée sur la banquette arrière, le visage baigné de larmes séchées, la poitrine haletante. Les coups de feu résonnaient encore en elle, comme prisonniers de son crâne. Pierre gardait une main sur son épaule, essayant de la soutenir, ou peut-être essayait-il de se soutenir lui-même. Personne n'a parlé. L'absence de Camille pesait lourdement sur toute la voiture, anéantissant toute tentative de réflexion claire. Jeanne serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches. « Ils ne vont pas s'arrêter maintenant », a-t-elle finalement déclaré. Pierre se pencha en avant. Cela signifie-t-il qu'ils savent déjà qu'ils ont échoué, ou que Camille a réussi à les retarder? Rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils savent que Léa est vivante et avec nous. Leurs priorités ont changé. Jeanne jeta un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Maintenant, ils ne veulent plus l'éliminer. Ils veulent la capturer. Léa déglutit difficilement, l'estomac noué. « Pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, presque inaudible. « Pourquoi ont-ils encore besoin de moi, si tout cela est déjà arrivé ?» Jeanne hésita avant de répondre, et cela en disait plus long que n'importe quel mot. Parce que tu en es la seule preuve vivante, et parce que... Elle prit une profonde inspiration. Le programme n'est pas terminé. Silence. Un silence si brutal qu'il sembla aspirer tout l'air de la voiture. Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. « Que voulez-vous dire ? Je croyais que c'était fermé quand Camille l'a signalé officiellement. C'était fermé, mais pas officieusement. Ils sont passés à un autre pays, une autre structure, plus discrète. » Jeanne regarda de nouveau Léa dans le rétroviseur. « Et tu es la clé qu'ils n'avaient plus. Tu es une anomalie pour eux, une erreur qui a fonctionné et qu'ils veulent comprendre. » Le bruit du moteur sembla soudain plus fort. Léa se serra les bras contre elle-même. Elle ne savait pas si elle tremblait de peur ou d'indignation. Alors, « Ma mère est morte à cause de ça, parce que je suis une clé ?» Jeanne ne répondit pas. Pierre prit une profonde inspiration.
Camille a fait ce qu'elle devait faire pour te protéger. Ne la déshonore pas en te considérant comme un simple cobaye. Elle t'a donné la vie, et elle a passé 7 ans à te rechercher. Cela en dit long, bien plus que n'importe quelle expérience. Léa regarda la route sombre. Malgré tout, une question lancinante la taraudait. Que suis-je vraiment? L'étape suivante. La voiture s'engagea sur un chemin de terre. Pierre regarda Jeanne avec suspicion. « Avez-vous un endroit sûr où aller ?»« Temporairement. Il nous faut donc aller dans la campagne près de Lyon. Quelqu'un là-bas nous doit des explications. »« Qui ?» demanda Léa. « Quelqu'un qui travaillait sur la série avec Camille. Un transfuge. Le seul à avoir dit la vérité. » Léa fronça les sourcils. Pourquoi nous aiderait-il? Jeanne esquissa un demi-sourire, un sourire triste, parce qu'il les craint plus que nous, et parce qu'il est le seul à savoir ce qu'ils vont tenter ensuite. Ils arrivèrent devant une maison simple et isolée, aux murs de pierre et aux fenêtres renforcées. Elle semblait abandonnée, mais lorsque Jeanne composa un code sur le clavier dissimulé derrière une planche de bois, une lumière intérieure s'alluma. « Entrez, et vite !» À l'intérieur, il y avait une radio, des provisions et une immense carte étalée sur la table. Entourée de notes, d'horaires et de flèches, Jeanne s'assit en repoussant ses cheveux. Maintenant, il faut élaborer un plan. Ils ont probablement déjà de faux barrages routiers de police et des drones thermiques. Pierre passa une main sur son visage. Ont-ils une telle portée? Ils ont tout. Et ils utiliseront tout. Léa regarda la carte. Une ligne rouge traversait la vallée à l'endroit où il se trouvait. « On va à Lyon ?»« Oui, mais... » Jeanne désigna la carte. « Il faut d'abord brouiller les pistes, et pour cela, il faut séparer le groupe. » Pierre a immédiatement nié. « Non, c'est de la folie. » Séparés, nous sommes plus faibles. Jeanne acquiesça, mais ne céda pas. Séparés, nous sommes moins faciles à tracer. Et vous le savez. Léa les regarda tous les deux. « Avec qui vais-je partir ?» La réponse fut ferme. « Avec moi », dit Jeanne. Pierre partira vers le nord, utilisant sa voiture comme appât. Il attirera des drones et des barrages routiers. Nous emprunterons un itinéraire qu'ils ne connaissent pas. Et nous trouverons celui ou celle qui détient les réponses. Pierre prit une profonde inspiration. « Et s'ils m'attrapent, ils ne veulent pas de toi, ils ne veulent que Léa. » Jeanne le regarda avec une sincérité dure. « Tu survivras. » Léa ressentit une vague de culpabilité. « Pierre, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu ne devrais pas risquer ta vie pour moi. » Il sourit d'une manière simple et humaine. « Ta mère a risqué la sienne. Je peux risquer un peu la mienne. » Le début de la fin dehors, le vent se mit à souffler plus fort, faisant onduler les arbres. Une tension presque palpable s'installa dans l'air. Jeanne avait mis des cartes et des magazines sur les armes à feu dans son sac à dos. À partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Ce que nous découvrirons à Lyon pourrait anéantir tout ce qu'ils ont construit. Ou nous anéantir. Léa prit une profonde inspiration. « Je n'ai plus peur d'eux. S'ils veulent la vérité, ils l'auront. » Jeanne acquiesça. « Alors prépare-toi, Léa. Ce qui nous attend, c'est la guerre. » L'aube enveloppait la France d'un silence tendu, presque menaçant. La route de Lyon était étroite, bordée d'arbres sombres qui se penchaient comme s'ils voulaient entendre chaque mot échangé dans la voiture de Jeanne. Léa gardait les yeux fixés par la fenêtre, tentant de contenir le chaos qui s'agitait en elle. La voiture roulait vite, mais le bruit des pneus semblait plus fort qu'il ne devrait l'être, comme si quelque chose à l'extérieur écoutait. « On y est presque. 15 minutes jusqu'au point de rendez-vous, » dit Jeanne sans quitter la route des yeux. « Tu fais vraiment confiance à cet homme ?» demanda Léa. Jeanne prit une profonde inspiration. « Je ne lui fais pas confiance. Je fais confiance à sa peur. Parfois, c'est plus précieux. » L'autoradio grésilla. Un craquement. Un autre. Jeanne plissa les yeux. Ce n'est pas bon. La transmission s'est brouillée, mais au milieu du bruit, une voix métallique et déformée a émergé. Véhicule identifié, itinéraire confirmé, mandat d'arrêt, priorité absolue, cible, Léa Durand. Léa se figea.
Ils nous ont trouvés. Jeanne accéléra brusquement. Attachez votre ceinture. Maintenant, le siège. La route débouchait sur une clairière. C'est alors que Léa les vit, 2 fourgonnettes noires, surgissant de chaque côté de la route, fonçant à toute allure, phares éteints, telles des bêtes prêtes à bondir. « Jeanne, sûre et ferme !» Le policier a brusquement dévié de sa trajectoire. La voiture a dérapé, franchi le bord de la route et plongé entre les arbres, soulevant des nuages de poussière. Les phares d'une camionnette ont éclairé la voiture pendant quelques secondes, avant de disparaître derrière elle. « Ils nous poursuivent !» cria Léa. Jeanne a éteint les phares. Si je ne le vois pas, eux non plus, mais cela avait un prix. Des risques, des arbres, un terrain accidenté. Léa ferma les yeux lorsque la voiture franchit une bosse. « Si cet homme que nous allons rencontrer dit la vérité, » murmura Jeanne, « il a quelque chose qu'il craigne plus que de te perdre. » Et qu'est-ce que ce serait ? Le rapport original, celui que Camille a réussi à copier avant de disparaître. Avec des noms, des dates et des détails qui pourraient tous les anéantir. Et si vous êtes encore en vie pour le raconter, le pays tout entier vous tombera dessus. Léa sentit son cœur battre encore plus vite. Alors ma mère a fait tout ça pour cette raison ? Elle a tout fait pour toi. Le rapport en était la conséquence. La voiture finit par trouver un chemin de terre praticable. Jeanne accéléra. La réunion. Ils arrivèrent dans un complexe industriel désaffecté, aux murs couverts de graffitis et aux fenêtres brisées. L'air était imprégné d'une odeur de rouille. Au centre de la cour, une faible lumière vacillait. Un homme, grand et mince, vêtu d'un manteau gris, attendait en fumant. Jeanne arrêta brusquement la voiture. « Restez derrière moi. » Elle est sortie la première, un fusil à la main. « Samuel ?» Il leva les mains. « Tu as mis longtemps. Où est la fille ?»« Ici. » Léa partit, mais garda ses distances. Les yeux de Samuel s'écarquillèrent lorsqu'il la vit. Impressionnant. Elle est la preuve que Camille avait raison. Le rapport, interrompit Jeanne. Vous l'avez ? Samuel hocha la tête et désigna la porte de la vieille usine. À l'intérieur. Mais c'est trop tard. Ils savent déjà que je suis là. Léa sentit un frisson. Alors pourquoi êtes-vous resté ? Samuel tira une dernière bouffée de sa cigarette et la jeta par terre. Parce que fuir ne servira à rien. Mais si tu révèles ce que je sais, peut-être que tout cela prendra fin, ou du moins que les dégâts seront suffisants. Montrez-moi, maintenant, exigea Jeanne. Ils entrèrent dans l'usine. L'écho de leurs pas était presque sinistre. Samuel se dirigea vers une table de fortune et ouvrit un épais dossier. Pages, graphiques, photos, signatures officielles. Jeanne retint son souffle. Léa eut l'impression que le monde tournait autour d'elle en voyant une feuille de papier avec son nom, sa date de naissance et une série de notes froides, presque cliniques, la classant comme « Sujet 14, survie inattendue, potentiel prioritaire ». Mais avant que Jeanne puisse examiner le reste, un grand bruit. Les portes métalliques de l'usine ont été forcées vers l'intérieur. Des hommes armés ont envahi l'espace. « En bas !» cria Jeanne en repoussant Léa. Des coups de feu ont retenti. Samuel s'est effondré instantanément, touché à la poitrine. La mallette lui a échappé des mains, éparpillant des documents sur le sol. « Prenez la mallette !» cria Jeanne. Léa s'est jetée sous un comptoir au moment où les balles ont ricoché sur les poutres de fer. Le bruit semblait déchirer l'air. Jeanne, rapide comme l'éclair, neutralisa 2 hommes, mais ils étaient bien plus nombreux. 10, peut-être plus. Pierre n'était pas là pour aider. Léa rampa jusqu'à la mallette. Le cuir était taché du sang de Samuel. Elle la prit et la serra contre sa poitrine. Un des agents l'a vue. Cible localisée. Il s'avança. Léa courait entre des machines rouillées, le cœur battant la chamade. L'homme approchait, lourd et imposant, ses armes s'entrechoquant. Jeanne l'a vue, mais elle était prise dans une autre confrontation. « Léa, cours au 2e étage !» Elle gravit un escalier étroit, manquant de trébucher. L'homme la suivit, chaque marche grinçant comme un avertissement terrifiant. À l'étage, elle se cacha derrière un grand réservoir métallique. L'homme s'approcha lentement,
tel un prédateur aguerri. « Tu es têtu, dit-il, tout comme ta mère. » Léa serra le dossier contre elle. Et tout aussi dangereux. Il leva son arme. Et puis, une explosion assourdissante retentit en contrebas. Métal qui vole, cris, poussière. Le sol trembla. L'homme a perdu l'équilibre. Et c'était tout ce dont Léa avait besoin. Elle poussa le char de toutes ses forces. Le réservoir a glissé. Et il lui est tombé dessus violemment. Le corps était écrasé. Silence. Léa descendit les marches en toussant à cause de la fumée. Il trouva Jeanne blessée à l'épaule, mais debout. « Le rapport ?» demanda Jeanne, essoufflée. Léa prit le dossier. « Il est avec moi. » L'explosion avait détruit l'entrée. Des hommes gisaient à terre, d'autres avaient pris la fuite. Jeanne sourit, du sang coulant du coin de sa bouche. « Alors on l'a fait. Maintenant, finissons-en. Une fois pour toutes. » La porte latérale était ouverte. Le choc leur avait ouvert une voie d'évacuation improvisée. Ils se précipitèrent dehors, tandis que l'aube commençait à teinter le ciel d'orange. Le point culminant n'était pas la victoire. Il s'agissait de survie. C'était le prélude à une vérité qui allait éclater au grand jour en France. Le vent froid de la nuit fouettait le visage d'Élise, tandis qu'elle descendait les escaliers humides du métro de la gare du Nord. Chaque pas résonnait comme un avertissement lointain, comme si le bruit trahissait l'absence de retour possible. Le doute et la douleur se mêlaient à la peur qui pesait sur ses épaules. Après des années à croire sa mère morte, elle allait la voir vivante et peut-être découvrir qu'elle s'était trompée. À ses côtés, Luc marchait d'un pas régulier, mais silencieux. C'était la première fois qu'il voyait la jeune femme si vulnérable. Tout au long du trajet, il essaya de lui parler, d'apaiser les tensions, mais elle restait figée, presque suffocante. « Tu n'es pas obligé de faire ça seul, » dit-il en brisant le silence, même s'il savait qu'aucun mot ne pourrait atténuer le choc de ce qui l'attendait. Élise s'arrêta au milieu du passage. L'air lui paraissait trop lourd. « Luc, et si elle ne veut pas me voir? Et si elle me déteste ?» Sa voix tremblait. « Et si tout ça n'était qu'une erreur ?» Il lui toucha doucement l'épaule. « Vous avez le droit de connaître la vérité. Et, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. » Mais Élise ne répondit pas. Son regard était fixé sur la silhouette qui se tenait au bout du couloir. Une femme, de dos, le corps voûté, les épaules tendues, comme si elle se cachait d'elle-même. Élise la sut immédiatement. C'était elle. La silhouette, le mouvement des mains, l'inclinaison de la tête, s'étend sans la voir. Mais son corps se souvenait de ce que son esprit avait oublié. « Maman !» murmura-t-elle, presque inaudiblement. La femme se retourna lentement. Son visage était marqué par des rides profondes qui n'étaient pas là lorsqu'il avait disparu. Son regard, jadis si vif, était fatigué, sombre, comme s'il portait un fardeau insupportable. Malgré tout, c'était indéniable. Marie-Anne, la mère disparue alors qu'elle était enceinte de 8 mois. La mère qui avait laissé derrière elle toute sa vie en ruine. Lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose d'invisible déchira l'air, ni colère ni joie, mais une douleur si ancienne qu'elle semblait avoir une vie propre. Marie-Anne porta sa main à sa bouche et recula d'un pas. « Non, pas ça », murmura-t-elle, comme si elle voyait un fantôme. « C'est moi, » dit Élise d'une voix tremblante. « Je te cherche depuis des années, tu es vivant. » Le silence s'abattit comme un coup. Marie-Anne se mit à pleurer. Non pas un sanglot léger ou discret, mais un effondrement total, comme si elle se désagrégeait de l'intérieur. « Tu n'aurais pas dû me rencontrer, » balbutia-t-elle en reculant, désespérée. « Pourquoi ?» demanda Élise en avançant de quelques pas. « Pourquoi es-tu partie? Pourquoi n'es-tu jamais revenue? J'ai grandi en croyant que tu avais été emmenée, ou que tu étais mort. J'ai dû inventer des souvenirs pour ne pas t'oublier. » Les lamentations de Marie-Anne se transformèrent en un sanglot étouffé. Luc restait proche, attentif, comme un soutien silencieux. La mère d'Élise passa sa main dans ses cheveux, désespérée. « Je n'ai pas disparu, » dit-elle, la voix brisée. « Je me suis enfuie. » Le mot a explosé dans l'air comme une détonation. Élise sentit le sol trembler. « Ai-je pris la fuite ?»
J'ai fui, répéta Marianne, les yeux embués de larmes, en regardant sa fille et en implorant son pardon. Et je l'ai fait parce que je devais te sauver. Élise cligna des yeux, confuse. Pour sauver de qui? Marianne prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient. De la part de ton père. Le choc fut si violent qu'Élise fut paralysée. C'était comme si l'air avait été aspiré de la station. Mon père? Marianne hocha la tête, les larmes coulant à flots. Il n'était pas celui qu'il prétendait être. Il ne l'a jamais été. Et moi, j'étais prisonnière de son emprise. Il contrôlait tout. Il connaissait le moindre de mes faits et gestes. J'ai tenté de partir à maintes reprises, mais il me retrouvait toujours. Toujours. Les yeux d'Élise brûlaient. Mon père me disait toujours que tu étais fragile, que tu traversais des crises, que te perdre n'était qu'une illusion, que tu étais instable. Marie-Anne ferma les yeux, souffrant profondément. Il manipule, il ment, il détruit. Et je le savais, je savais que si je restais, il te ferait subir le même sort qu'à moi, le même sort qu'il a infligé au bébé que je portais. La dernière phrase est tombée comme une lame. Le bébé, murmura Élise, presque sans voix. Mais c'est moi le bébé. Marianne la regarda avec une expression dévastée, et puis elle prononça la phrase qui allait anéantir tout ce qu'Élise croyait savoir d'elle-même. Tu n'es plus ce bébé, Élise. Le silence qui suivit fut si profond que même le bruit des trains au loin sembla disparaître. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent, son cœur s'arrêta un instant. Comme ça, Marie-Anne prit une profonde inspiration, essayant de garder une voix stable. La fille que je portais n'est jamais née. Et toi, tu n'es pas celle qu'ils t'ont fait croire. Le monde sembla basculer. Les bruits de la gare, le frottement des valises, les pas précipités, les annonces lointaines, disparurent complètement pour Élise. Elle se sentait comme suspendue dans le vide, où seul son propre cœur, battant de façon irrégulière, subsistait. « Ne suis-je pas votre fille ?» murmura-t-elle d'une voix faible, presque méconnaissable même pour elle-même. Marianne fit un pas en avant, mais hésita, comme si elle avait peur de s'approcher de trop près. « Tu es ma fille, à tous égards, » dit-elle avec urgence, douleur et désespoir. « Mais tu n'es pas le bébé que je portais quand j'ai disparu. » Luc porta sa main à sa bouche, ne sachant pas comment réagir. Élise secoua la tête à plusieurs reprises. « Ça n'a aucun sens. J'ai grandi en croyant que tu m'avais abandonné, mais que je faisais partie de toi. Comment puis-je ne pas être cet enfant ?» Marianne semblait se détourner de la douleur de sa fille. « Parce que l'homme que tu appelles père n'est pas ton père. Et lui, il n'aurait jamais dû être avec toi. » Le sol tremblait sous les pieds d'Élise. Son esprit commença à relier tous les éléments qui avaient toujours semblé déplacés. Les incohérences dans les récits du père, l'horreur silencieuse dans les yeux de Madeleine lorsqu'ils évoquaient le passé, le sentiment constant qu'elle ne trouvait sa place nulle part. « Expliquez tout !» exigea Élise, la voix plus ferme maintenant mais brisée intérieurement. Maintenant, Marie-Anne prit une grande inspiration, comme quelqu'un sur le point de se noyer qui décide malgré tout de plonger. Quand j'ai disparu, enceinte de 8 mois, j'essayais de lui échapper. Il m'isolait, contrôlait mes amitiés, ma famille. Il disait m'aimer, mais c'était une prison. J'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû accepter, jusqu'à ce que je comprenne qu'avec l'arrivée du bébé, je lui offrirais une autre vie à dominer. Elle déglutit difficilement. Son regard s'est voilé, comme si elle revivait la terreur. J'avais prévu de m'enfuir avec l'aide d'une femme rencontrée par hasard, une infirmière. Elle avait promis de me cacher jusqu'à l'accouchement, mais il l'a découvert. Luc retint son souffle. Marianne a poursuivi. Il m'a retrouvé la nuit où je comptais m'enfuir. Il y a eu une lutte. Je suis tombé. La douleur était insupportable. Et j'ai perdu le bébé. Le silence devint une entité vivante parmi eux. Élise sentit tout son corps trembler. Luc lui toucha le bras, mais elle était raide comme une pierre. Je me suis réveillé dans un endroit inconnu. Il a dit qu'il prenait soin de moi, qu'il m'avait sauvé, que je n'avais besoin de personne. Ma famille pensait que j'avais fugué.
Je ne pouvais pas m'enfuir. J'étais trop faible, trop brisé. Les larmes coulaient à flots sur le visage de Marianne. Quelques mois plus tard, un jour, il est arrivé avec un bébé dans les bras. Toi. Il a dit que c'était le nôtre, que j'avais confondu, mais je le savais. Je savais que ce n'était pas ma fille. Il ne t'aurait jamais laissé avec moi si ça l'avait été. Il voulait juste maintenir les apparences. Il voulait prouver qu'il contrôlait tout, même la maternité. Élise sentit son estomac se nouer. Alors, d'où je viens? Marie-Anne ferma les yeux de douleur. Je ne sais pas, et c'est ce qui me détruit. Il ne me l'a jamais dit, mais d'après les marques, les signes, ce que j'ai entendu. Élise, je crois que tu as été prise à une autre femme, ou à une situation qui n'aurait jamais dû se produire. Et tu lui as été donnée et présentée comme mienne. Luc porta la main à sa tête, incrédule. Élise sentit sa respiration se bloquer dans sa gorge. Un sanglot étouffé s'échappa, involontairement. « J'ai été enlevée ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Je n'ai jamais été sa fille, ni la sienne. Je n'ai jamais eu d'origine ?» Marie-Anne courut vers elle, et cette fois, Élise ne put reculer. La femme se prit le visage entre ses mains tremblantes. « Tu es ma fille, parce que je me suis battue pour survivre pour toi, parce que j'ai fui pour toi. Parce que je t'ai cherché après avoir réussi à m'échapper. J'ai passé des années à te chercher, mais il a effacé toute trace, tout indice. Élise, mon amour, si je t'avais retrouvé plus tôt, je t'aurais protégé de tout. » Mais Élise semblait s'effondrer. Il a menti sur tout, sur toi, sur moi, sur qui je suis. Oui, admit Marie-Anne en sanglotant, il a tout détruit. Mais maintenant vous connaissez la vérité. La vérité. Une vérité sans fondement, sans origine, sans nom. Une vérité qui a détruit toute son identité. Marie-Anne tenait fermement les mains de sa fille. « Mais il y a encore quelque chose que vous devez savoir, » dit-elle d'une voix empreinte d'urgence. « Quelque chose qui change tout. » Élise releva le visage, les larmes coulant toujours sur ses joues. « Quoi ?» Marie-Anne le regarda droit dans les yeux. Un regard empli de terreur. « Il sait que nous sommes là, et il va te poursuivre. » Les paroles de Marie-Anne résonnaient encore, mais la menace imminente força Élise à réagir. La panique qui l'avait saisie quelques secondes auparavant s'était muée en une force instinctive et viscérale qui la poussa à agir. Luc lui tenait fermement la main, lui témoignant un courage silencieux. « Il faut qu'on parte d'ici, » dit-il en regardant attentivement autour de lui. « Maintenant. » Marie-Anne hocha la tête, tremblante encore. Ils traversèrent la gare à toute vitesse, se fondant dans la foule. Mais Élise avait l'impression de marcher sur un terrain instable à chaque pas. Son identité, ses souvenirs, son passé, tout avait été arraché en quelques minutes. Et pourtant, quelque chose en elle résistait. Peut-être était-ce le besoin désespéré de survivre. Peut-être était-ce la force accumulée au fil des années d'absence et de questions. Peut-être était-ce la flamme, jusque-là inconnue, de celle qui découvre qu'elle n'a jamais été celle qu'elle imaginait, mais qui peut encore choisir qui elle veut être. Ils arrivèrent à la sortie latérale de la gare. Luc s'arrêta et observa la rue. « Allons à la voiture, » dit-il. « Nous ne pouvons pas rester exposés. » Marie-Anne, cependant, lui toucha le bras. « Non, » dit-elle avec une fermeté nouvelle. « Il s'y attend. Il connaît ses habitudes. Ses routines. Il pense comme un chasseur. Si nous allons directement à la voiture, nous serons une proie. » Luc retint son souffle. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Marie-Anne parlait comme quelqu'un qui avait vécu des années sous son emprise, comme quelqu'un qui avait appris à décrypter l'esprit d'un prédateur. « Alors, que faisons-nous » demanda Élise. Marie-Anne regardait sa fille comme si elle voyait plus que de la peur, comme si elle voyait de la force. « Nous avons créé un angle mort, » a-t-elle répondu. « Il contrôle tout ce qu'il peut prédire, mais il ne peut pas contrôler l'improvisation. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Au lieu de se diriger vers la voiture, ils s'engagèrent dans une rue étroite derrière la gare. Luc sortit son téléphone portable, prêt à appeler la police. « Non »
dit Élise en lui saisissant le poignet. Il a des contacts. Il en a toujours eu. S'il intercepte l'appel ou découvre que nous cherchons de l'aide, il agira avant que nous puissions nous protéger. La décision a été prise instinctivement, mais elle était solide. Elle avait l'impression que quelque chose de nouveau s'était éveillé en elle, un sens stratégique, calculateur et féroce. C'était peut-être un héritage d'une vie qu'il n'avait jamais connue. C'était peut-être une conséquence de la révélation des vérités, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle avait du pouvoir. Marie-Anne la regarda avec un mélange de surprise et de fierté douloureuse. « Mais tu es plus forte que je ne l'ai jamais été à ton âge, a-t-elle dit. « Non, répondit Élise en prenant une profonde inspiration. Je n'ai appris à survivre que de la mauvaise façon. Maintenant, je veux apprendre la bonne façon. » Ils marchèrent ensemble à travers des rues moins fréquentées jusqu'à un quartier résidentiel. Luc gardait les yeux ouverts, mais Élise sentait la tension se dissiper à chaque pâté de maison. La nuit tomba sur Paris, enveloppant la ville de lumière dorée, se reflétant sur l'asphalte mouillé. C'était étrange, comme la ville semblait la même, mais que son monde, lui, avait changé. Arrivée sur une petite place, Marie-Anne s'arrêta. Son regard était empli de quelque chose qu'Élise ne parvenait toujours pas à déchiffrer. « Il faut que je dise autre chose », commença-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. Maintenant que nous sommes loin de lui, Élise se tendit. Qu'est-ce que c'était ? Marie-Anne prit une profonde inspiration, comme pour rassembler le courage de s'ouvrir la poitrine. La raison pour laquelle je n'ai jamais renoncé à te chercher, c'est parce que je savais que si je ne te trouvais pas, il te trouverait avant moi. Un silence pesant s'installa, et à ce moment-là, Élise réalisa. Le combat n'était pas encore terminé. Mais maintenant, elle n'était plus seule. Des mois plus tard, Élise marchait le long des quais de Seine aux côtés de Marie-Anne. L'enquête était toujours en cours. Son passé se reconstituait peu à peu, mais elle ne tremblait plus en se retournant. Désormais, elle avait un nom, une histoire et de la force, même si rien de tout cela ne s'était manifesté comme elle l'avait imaginé. Au loin, Luc discutait avec un enquêteur. De nouveaux indices sur ses origines avaient fait surface. Élise prit une profonde inspiration, sentant le vent froid lui caresser le visage. Pour la première fois, l'avenir ne semblait plus être une menace, mais un choix, et elle était prête à le faire. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions. La disparition de Marie-Anne, les recherches acharnées d'Élise et les vérités cachées qui ont été révélées font écho à de véritables questions d'identité, de mémoire et de survie. Que feriez-vous si vous découvriez que votre histoire n'est pas vraiment la vôtre ? Laissez un commentaire, recommandez le livre à quelqu'un qui apprécie les intrigues complexes et contribuez à faire connaître ce récit à un public plus large. Votre opinion peut inspirer de nouvelles histoires et de nouvelles vérités à découvrir.